messieurs, bienvenue sur i24 News. Nos meilleurs reportages sportifs, nos plus belles images, nos plus belles histoires, c'est pour vous dans cette émission. Et commençons tout de suite par ce reportage qui va nous remettre les idées en place, les légendes sportives, les véritables dieux des stades, les icônes des jeunes et des moins jeunes. Eh bien, un jour, ces sportifs de haut niveau arrêtent leur carrière après la gloire, la notoriété et l'argent. La réalité les rattrape et très souvent revers de médailles, aussi bien financiers que professionnels. Eh bien, ils doivent reconstruire et se reconvertir. Journalistes, acteurs, ministres ou bien même princesses, décidément, le sport mène à tout. Lise Barenbaum vous en dit plus. Ils ont à peine 40 ans et ils sont déjà à la retraite. Les sportifs de haut niveau doivent mettre fin à leur carrière très tôt. La suite, un sentiment de petite mort comme ils le décrivent souvent. La reconversion est parfois très difficile. La crise est d'abord physique. Le footballeur brésilien Ronaldo n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais le problème est aussi psychologique et financier. Selon le magazine Sports Illustrated, 60% des basketteurs de NBA font faillite dans les 5 années qui suivent leur retraite sportive. Dennis Rodman est obligé aujourd'hui d'aller faire le pantin en Corée du Nord pour subsister. Happy birthday to you. Un problème que les institutions sportives veulent régler. Tous les sportifs de haut niveau ne gagnent pas des fortunes et tous ne bénéficient pas d'une bonne protection sociale dans leur pays. Nous avons 205 comités nationaux olympiques, nous sommes donc face à un problème mondial. Quand les athlètes arrêtent la compétition, que peuvent-ils faire ? Les pouvoirs publics financent donc des programmes qui permettent aux athlètes d'étudier. C'est le cas de la jeune Colin Mattel qui a triomphé à Sotchi, mais aussi celui de Lucie Décosse, championne du monde de judo, diplômée en journalisme. L'échec n'est donc pas inéluctable. Pour réussir sa reconversion, le sportif doit concevoir sa carrière comme un double projet. C'est très important pour les athlètes. Ils doivent absolument penser à ce qu'ils vont faire après avoir arrêté le sport de haut niveau. Chaque sport permet de faire quelque chose à côté, faire des études en parallèle à sa carrière par exemple. Il y a d'abord ceux qui décident de se lancer en politique. L'ancien judoka David Douillet a été ministre des Sports en France entre 2011 et 2012. Idem pour Chantal Joanneau qui a quitté les tatamis pour le même poste. Pelé a aussi tenté l'aventure politique au Brésil sans succès. Verra-t-on un sportif président de la République un jour ? Georges Weah, l'ex-attaquant du PSG, a bien essayé de se faire élire au Libéria. Et Garry Kasparov aimerait bien déloger le tsar Poutine de son trône. D'autres préfèrent transmettre leur savoir-faire sportif. C'est le cas des anciens champions du monde de football 1998. Lizarazu et Pires sont consultants football à la télévision et à la radio. Didier Deschamps entraîne les Bleus et Laurent Blanc est le coach du PSG. Plus étonnant, de nombreux sportifs décident d'embrasser une carrière artistique. Eric Cantona s'est transformé en acteur de cinéma. Le réalisateur britannique Ken Loach a même écrit un film qui a pour sujet et acteur principal le King Eric. You must say no. No, no. Form your balls. No, 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 no. Les sportifs choisissent souvent le petit écran. C'est le cas de patineurs artistiques français comme Philippe Candeloro ou Sarah Abitbol. Ils ont concouru dans une grande émission de télé-réalité récemment. Et pour les autres, un prestigieux mariage est toujours possible. Charlène Wittstock, ancienne championne sud-africaine de natation, est devenue la princesse Charlène de Monaco en épousant Albert II. La voie royale. Et vous venez de voir des bien jolies histoires. Bonjour Lise Barenbaum, bonjour Sarah Koskiewicz. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Alors vous nous avez parlé de choses absolument magnifiques, de belles reconversions. Mais le cauchemar, ça existe parce que la retraite, bien pour les sportifs de haut niveau, c'est très tôt. Oui. Comment ça se passe quand ils n'y arrivent pas ? Alors, on a parfois des chutes vraiment vertigineuses à la retraite sportive. On a des cas très très tragiques. Par exemple, le perchiste Pierre Quinon, qui était champion olympique en 84, qui a arrêté en 93. Alors lui, il a fini par travailler dans une rôtisserie sur un parking dans le sud de la France avant de se suicider à 49 ans. Oh là là. Donc vous voyez, ça peut être très difficile la chute. Oui, alors ceux qui n'y arrivent jamais, il y en a d'autres ? Oui, on peut penser à Jean-Jacques Edely aussi, un ancien de l'OM qui avait écrit un livre en 2006. Alors il était un peu en manque d'argent à l'époque et il révélait tous les secrets du club, le dopage à l'époque de Tapi, tout ça. Mais ses propos avaient été infirmés par certains joueurs et Tapi l'avait d'ailleurs même poursuivi pour diffamation à l'époque. Alors Sarah, est-ce qu'il y en a des reconversions comme ça connues aux États-Unis ? Il y a beaucoup de reconversions tragiques, évidemment. Une fois encore, je le dis souvent sur ce plateau, les Américains ne font jamais rien à moitié. On a vu dans le reportage de Lise l'exemple de Dennis Rodman, qui était une des figures de proue de la NBA dans les années 90, certainement un des meilleurs rebondeurs de la NBA. Il a joué chez les Bulls de Chicago.
Il arrête le basket, il se met au catch, il se met à la drogue, il se met à l'alcool. Il serait d'ailleurs actuellement ruiné en cure de désintoxication. Mais surtout, on a beaucoup entendu parler de lui récemment, car il serait devenu très ami avec un dictateur coréen, Kim Jong-un. Ça a fait vraiment tous les gros titres. Autre exemple également en NFL, Andrew Walters, qui était défenseur à succès. Il prend sa retraite, il devient coach universitaire comme souvent aux États-Unis, puis il se suicide. Pourquoi ? Il se savait déjà condamné par une maladie neurologique dégénérative due aux contusions qu'il recevait pendant ses matchs. C'est véritablement le foot qui l'a tué. Il y avait l'histoire de Mike Tyson aussi, Lise Barenbaum. Oui, alors Mike Tyson, c'est un cas assez grave aussi. Un des plus grands boxeurs de tous les temps qui a été donc accusé pour viol en 92, qui a pris 6 ans de prison ferme. Et en sortant, il est devenu acteur. Et puis en 2013, il donne une interview confession à ESPN aux États-Unis où il parle de son addiction à la drogue, à l'alcool. Et il dit qu'il veut maintenant mener une vie saine et sobre. Donc c'est un vrai mea culpa, mais ça se passe surtout aux États-Unis, ce genre de choses. Oui, ça passe du rêve au cauchemar. Allez, je vous propose maintenant d'aborder un autre sujet, le sport automobile. La saison de Formule 1 va bientôt reprendre et ça n'est pas un sport réputé pour être écologique. Et bien pourtant, détrompez-vous, les ingénieurs mécaniques ont décidé de tout mettre en œuvre pour changer les choses. Fini les moteurs ultra bruyants et les énormes consommations d'essence. Les écuries de voitures ont créé le moteur V6, une véritable révolution sur les circuits. Et ça en déstabilise certains. Vous allez voir de quoi donner de sérieuses migraines à tout le paddock, mais aussi de rendre le championnat peut-être un petit peu plus palpitant, puis mettre ainsi à mal la domination de Red Bull qui écrasait tout ces dernières saisons. Regardez. C'est le début d'une ère nouvelle. En Formule 1, le V6 Turbo, un tout nouveau type de moteur, va révolutionner les sports mécaniques. En 2014, la Fédération internationale de l'automobile a voulu aller plus loin que jamais. C'est l'ère du temps qui a dicté ce changement. Écologie, économie d'énergie et respect de l'environnement sont à l'ordre du jour. Perte de puissance compensée, récupération d'énergie, tout ça grâce à un turbo adjoint au moteur. Au freinage, une partie de l'énergie est stockée. Elle sera redistribuée lors de l'accélération. Les pilotes auront donc 2 boosts à disposition au démarrage. Résultat, la propulsion électrique pourra faire gagner 3 à 4 secondes au monoplace. Les nouvelles voitures bénéficient aussi d'une plus grande boîte de vitesse. Ça va être un défi à chaque année, mais je le répète, encore plus cette année avec tous les nouveaux systèmes, toutes les nouveautés. Le turbo, les 8 nouveaux rapports de la boîte de vitesse, les nouveaux pneus, le freinage et moins d'appui. Car le but réel de cette évolution est de réduire la consommation d'essence d'environ 30%. Des économies de carburant qui ont quand même coûté des dizaines de millions d'euros en recherche et développement. Cette nouvelle technologie est vraiment géniale parce qu'elle est très moderne. Tout est fait pour économiser de l'essence avec plus de puissance car nous pouvons utiliser le courant électrique. Malgré ces progrès évidents, les pilotes et les ingénieurs maîtrisent encore très mal cette technologie. Les essais de pré-saison à Bahreïn ont été de vrais casse-têtes en dépit de la préparation intensive des écuries. Pour Niki Lauda, président de l'écurie Mercedes, il s'agit d'un véritable nouveau défi. Je pense que c'est plus difficile pour les équipes. C'est un nouveau démarrage avec de nouvelles voitures et de nouveaux moteurs. Chez McLaren aussi, on reconnaît que cette nouvelle configuration pose déjà problème. Ça se passe bien, même si évidemment nous avons quelques pépins. Mais c'est pour ça que nous testons le moteur pour voir ses limites. Mais au royaume de la Formule 1, tout le monde n'est pas enthousiaste au sujet de ces changements. Bernie Ecclestone, véritable pape de la compétition reine, pense que ces moteurs sont bons pour les voitures de série, mais pas pour les monoplaces de F1. La monstrueuse complexité du nouveau moteur a aussi causé des problèmes chez Red Bull. Eh bien, c'est l'inconnu parce que nous n'avons pas pu explorer la vitesse de la voiture. Elle n'est pas très fiable, on le sait, mais c'est à ça que servent les tests. Peut-être que ce nouveau moteur aura un mérite indiscutable, remettre toutes les écuries au même niveau et détruire le monopole de Red Bull, invaincu depuis plusieurs années. Le racisme dans le football, c'est triste, mais ça existe. Le monde du football peut être très cruel, cri de singe, insultes. Les joueurs noirs ont déjà été pris à partie par des supporters ivres de haine. Et tout ça, ça se passe en Europe. Aujourd'hui, le réseau FAIR, notamment, qui regroupe une organisation de 13 pays européens, travaille sur la mise au point d'une stratégie, d'une politique commune de lutte contre le racisme et la xénophobie. Les grandes organisations essaient donc de lutter contre ce mal qui entache le football. Regardez. L'époque de la génération Black Blamber est lointaine.
En 1998, les Français faisaient bloc derrière leur champion du monde, une sélection nationale métissée. Un symbole que le monde du football a vite oublié. Les matchs sont souvent le théâtre d'agressions racistes très graves. Dans les tribunes, les hooligans n'hésitent pas à insulter les joueurs. Dans ce domaine, l'Italie est la nation tristement championne. Les premiers à en pâtir sont les footballeurs noirs qui évoluent au sein du calcio. Quand je jouais au foot, il y avait des spectateurs qui faisaient le bruit du singe. Et je leur disais, mais attendez, ne stigmatisez pas ces personnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés racistes. Il faut se poser la question, pourquoi ils sont devenus comme ça ? Eh bien, c'est par l'histoire, par la culture. Mario Balotelli, avant-centre de la Squadra Azzurra, est souvent attaqué. Né à Palerme de parents ghanéens, il est régulièrement la cible des tifosi qui lui lancent des bananes pendant les matchs. Même constat en Russie, l'Ivoirien Yaya Touré a été victime de cris racistes lors d'un match de son club Manchester City contre le CSKA Moscou. L'Euro 2012 a aussi été marqué par de nombreux incidents. Les fédérations espagnoles, russes et croates ont été condamnées à payer des dizaines de milliers d'euros. Des sommes dérisoires pour ces machines à profit. En France, le malaise est profond. Laurent Blanc, actuel entraîneur du PSG, a créé la polémique en 2011. Il s'était déclaré favorable à la limitation du nombre de joueurs binationaux en équipe de France. Mais de rapides excuses ont vite effacé ses propos. Je tiens à m'excuser des propos tenus lors de cette réunion. C'est vrai que cette réunion a dérapé. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de bien se préparer pour l'avenir. Les réactions ultérieures ont révélé des lignes de fracture profondes au sein de la société française. C'est du racisme, parce que dans l'équipe de France, c'est avec des Noirs et des Arabes. Si on enlève les Noirs et les Arabes, c'est fini. La France, ça arrête. L'équipe, elle est finie. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. Pour les instances dirigeantes du football, c'est une situation inacceptable. Michel Platini, dirigeant de l'UEFA, dénonce souvent les attitudes discriminatoires. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, aucune discrimination, qu'elle soit raciale, culturelle, religieuse, sexiste ou homophobe, et ceci sans hiérarchie du mal. L'UEFA a même mis en place une campagne de publicité pour lutter contre ce phénomène. Decimos no al racismo. Et les stars du foot l'ont suivi. Messi, Ribéry, Ronaldo, tous ont répondu à l'appel pour enrayer ce mal qui gangrène le monde du ballon rond. La prévention est donc au goût du jour, mais le chemin vers la raison est encore long. Alors Lise Barenbaum, on vient de le voir, le football, ça n'est pas que du rêve. Que font les institutions pour lutter contre le racisme ? Alors c'est un sujet très sensible pour les grandes instances. Jusqu'en 2013, en fait, les clubs n'écopaient que de sanctions financières. Et depuis juin 2013, l'UEFA a mis en place un règlement disciplinaire vraiment très strict. Donc en cas de comportement raciste, les stades peuvent être fermés, les matchs peuvent être joués à huis clos et les joueurs peuvent être suspendus pour au moins 10 matchs. Bon, alors vous l'avez dit dans le reportage, on a l'impression que l'Italie, c'est un pays quand même un peu particulier. Oui, c'est un pays où les supporters sont assez extrêmes. Et quand ils sont racistes, ça peut aller très loin. Mais aujourd'hui, la Ligue de foot italienne sévit. Elle a même fermé des tribunes historiques comme celle de la Lazio de Rome ou de l'Inter de Milan. Mais le problème, c'est que les ultras, les supporters racistes, qui sont des hooligans en fait, menacent de boycotter les matchs aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai quand même, on a vu contre la violence de nombreuses choses qui ont été faites par les institutions. Notamment, on prend les empreintes des supporters avant de rentrer dans les stades. Pourquoi ne pas faire la même chose au niveau du racisme ? On a l'impression que les institutions sont un peu timides quand même. Non ? Oui, effectivement, les comportements des grands dirigeants sont souvent très mesurés. On a l'exemple de Sepp Blatter, le président de la FIFA. Il y a eu une affaire en fait qui mettait en cause Kevin Prince Boateng, un joueur du Milan AC, qui est sorti pendant un match en Italie parce qu'il était insulté par des chants racistes. Et Sepp Blatter a dit que c'était une attitude. Il est d'ailleurs parti à Schalke 04, ce joueur. Oui, et Sepp Blatter a dit c'est juste une façon d'attirer l'attention et c'est pas le bon comportement à adopter. Ça avait été jugé très maladroit de la part du président de la FIFA à l'époque. Et les joueurs, eux, ils font quelque chose ? Alors, les joueurs, ils peuvent être solidaires quand même ? Les joueurs sont parfois solidaires, oui, mais il faut savoir qu'il y a des joueurs aussi qui malheureusement sont les acteurs de ce racisme. Ils quittent le terrain, par exemple, ça peut arriver ?
Il y en a qui sont solidaires, oui. Dans l'équipe de France, il y a beaucoup de solidarité entre les joueurs. C'est un pays assez différent de l'Italie à ce niveau-là. Mais il y a des joueurs qui, je vous le disais, sont racistes. Il y a un joueur croate qui a été suspendu pour la Coupe du Monde parce qu'il a entonné un chant raciste. Alors Sarah, on vient de parler du football. Ça existe aussi dans le basket, le racisme? Alors, en tout cas en NBA, on peut tout voir en termes de racisme. Il y a beaucoup d'exemples. Je vous en donne quelques-uns pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Par exemple, le joueur grec d'origine nigériane qui s'appelle Giannis Antetokounmpo, excusez-moi, qui a été recruté par le Milwaukee, s'est fait traiter de chimpanzé par le leader d'extrême droite en Grèce. ESPN, qui est quand même une grande chaîne de sport, avait parlé de la performance de Jeremy Lin aux Knicks. Ils avaient titré Chink in the Armor. Chink, c'est Shintok. En tout cas, autant que faire se peut, la Ligue de basketball essaye d'être extrêmement pointue pour limiter la discrimination. Merci beaucoup Sarah Koskiewicz, merci Lise Barenbaum. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain pour une nouvelle édition avec encore des émotions, des résultats et bien sûr des belles images. En attendant, notre site internet est disponible pour vous en français, en hébreu et en arabe. Restez avec nous, l'info continue.